Bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, et toujours en présence d'Aurore, de Xan et de Lovela. Et sans plus attendre, on a réfléchi longuement avant cet épisode à des petites anecdotes qui pouvaient nous définir, enfin qu'on avait envie de raconter sur nous. Je laisse qui veut commencer. Allez, c'est Lovela. Moi, le chat de Lélina a failli me tuer un jour. Pas le chat actuel. Pas le chat actuel. Paix à son âme, Tigrou. Tigrou, paix à son âme, oui. Un jour, je dormais chez elle et elle était, elle dormait sur son lit superposé. Enfin, pas superposé, sa mezzanine, pardon. Oui. Ouais. Et moi, j'étais en bas. Et le chat dormait avec elle et il a voulu sauter. Sauf qu'il a sauté de ses 15 kilos, il était énorme ce chat. Il faisait vraiment 8 kilos. 8 kilos, c'est le vrai C'était une poids, baudruche, vraiment. Tu dis à la belge, 8 kilos. Oui, c'est ma maman allemande, bref, c'est un autre débat. Bref, il a sauté de son poids massif sur comment ça s'appelle, le sternum, là, vraiment sur ma poitrine, et vraiment j'ai eu le souffle coupé et je dormais en fait. De 1,50 m de haut, je crois, ouais. Un truc comme ça, 2 mètres. Voilà, et je dormais, donc ça m'a réveillée hyper violemment, et je me suis dit peut-être c'est la dernière chose que je vois, c'est ce chat qui me regarde comme ça et qui veut me tuer. En fait non, c'est bon, je m'en suis remise, mais voilà, du coup maintenant j'ai peur des chats de Lélina. Et donc là, par exemple... Alors que maintenant, il faut vraiment 3 kilos tout mouillé, mes chats, enfin vraiment... Regarde-le là. Mais quand ils sont en hauteur, ça me fait toujours un peu, je sais pas. Ok. J'ai un PTSD du chat. Et je peux continuer sur les anecdotes de chat, Lélina, puisque cette semaine, j'ai acheté pour 60 € de jouets pour chat. Voilà, j'ai un peu pété un câble. Donc, Cathy, je vous adore. Si vous voulez nous sponsoriser, ça n'aurait aucun sens. Ou me donner gratuitement des petits jouets pour que j'en parle. Vraiment, il n'y a pas de props, j'en parle. Mais voilà, j'ai vraiment acheté. Mais on dirait que j'ai un enfant de 3 ans. Genre, c'est vraiment un circuit, on dirait un circuit de voiture avec une petite balle dedans, auquel mes chats ont donné aucun intérêt encore. Mais il y a aussi un truc de massage et ça, c'est incroyable. Ils se massent. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir offert une expérience de plaisir à mes chats, mais incroyable. C'est un spa pour chat. Un spa pour chat, ouais. Voilà. Du coup, moi, c'est Xan et du coup, moi, on va rester dans les animaux. Hein. Moi, j'étais phobique des chiens pendant 20 ans. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'étais mordu par un chien quand j'étais petit. La classique. Voilà. Ouais. Et je pouvais même pas rester sur le même trottoir qu'un chien sans avoir peur. Et comment t'as réussi à dépasser cette phobie, Xan ? J'ai eu un chien. Quoi comme chien ? Oui. C'est un croisé. Je sais même plus. C'est une petite bête. Et comment tu t'es retrouvé à avoir un chien c'est le chien de ma sœur, en fait. Ok. Et du coup, à force de le voir grandir, il est arrivé, il était tout bébé. Ils l'ont posé sur moi, il était en train de dormir sur mon peignoir. C'était fini, j'ai craqué. C'était mon enfant, quoi. Mais c'est ça, faut mettre des animaux bébés en face aux gens qui ont des phobies et c'est bon, quoi. C'est ça. D'élever un chien, en fait, à force, t'as moins peur, en fait. J'ai une amie qui peut-être nous écoute, qui est vraiment phobique des chiens, et m'entendre dire qu'il suffit d'avoir un petit animal bébé pour vaincre sa phobie, je pense que vraiment... Oui. Ouais, non, c'est pas si aussi évident que ça. Elle serait pas d'accord avec ce propos. Encore maintenant, les grands chiens, j'ai du mal. Ah ouais. Mais bon. Donc moi, c'est Aurore, et donc il faut que je fasse nécessairement une anecdote avec un animal. On a des thèmes dans nos anecdotes. Il y avait un truc c'était une anecdote que je racontais quand j'étais petite. J'étais allée au zoo avec mes parents. J'avais encore une poussette, donc j'étais vraiment petite. Et en fait, je me souviens pas vraiment de la scène. Je me souviens de l'après. En fait, il y a un pélican qui a ouvert son bec et qui l'a claqué sur ma poussette. Et donc, je racontais. En mode, il voulait le bouffer ou quoi ? Ouais. En fait, je sais pas, la poussette était verte. Bon, donc je sais pas, je pas tellement d'explications. Mais donc après, je racontais tout le temps, oui, il y a un pélican qui a voulu manger ma poussette quand j'étais petite. Mais t'étais dans la poussette ? J'étais à côté. Ah. Ouais, ça n'aurait pas été le même effet, je pense. Ah oui, c'est ça. Tu aurais peut-être pas été là pour le raconter si t'avais été dans la bouche du pélican. J'ai le souvenir du pélican à côté de la poussette. Ok. Mais bon, voilà. Waouh. C'est flippant, ça a pris turn. Les oiseaux, en vrai, ça fait peur. Ah, j'adore les oiseaux. Bon.
c'est un autre C'est débat. un autre podcast, non? Un autre podcast, c'est ça. Bon, on peut peut-être commencer avec notre thème du jour, qui est une sexualité sulfureuse. Et comme à chaque fois, je vais commencer par donner mon avis. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Donc mon avis, c'est que merci à notre culture judéo-chrétienne, on a toujours encore une vision qui peut être sulfureuse de la sexualité, notamment d'une sexualité libérée, où on assouvit certains fantasmes dont on parle ici, notamment le BDSM, le libertinage, etc. Et d'ailleurs, bon, la définition de sulfureux, à la base, ça veut vraiment dire diabolique. Et après, d'une manière un peu plus commune, c'est qui va à l'encontre des mœurs sociales. Et d'ailleurs, des références culture où on associe la sexualité au diable, il y en a pas mal. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez le clip très connu de Lil Nas X Montero, qui a été vraiment un tournant dans sa carrière, où il parle très explicitement de sexualité. C'est aussi le moment où il a fait son coming out gay. Et dans son clip, on le voit descendre une barre de pole dance jusqu'aux enfers. Et aux enfers, il fait une lap dance à Satan. Donc vraiment, ça a créé enfin vraiment, il y a eu des gros débats dans la communauté chrétienne qui étaient là, oula, vraiment le diable. Bref, et du coup, de mon côté, je commence à avoir une sexualité qui peut être perçue comme sulfureuse. J'ai parlé du BDSM, mais je commence aussi à explorer depuis quelques mois le libertinage. J'ai à mon actif un plan à 3, classique. Une soirée en club libertin, un peu moins classique. Et enfin, une sex party. Dans un langage libertin, on appelle ça une multi. Et dans un langage courant, on dirait une orgie, mais bon, avec toute l'imagerie d'excès et aussi assez diabolique que le terme orgie a. C'est pour ça qu'il n'est pas très apprécié. T'as des badges sur FetLife? C'est vraiment un truc de Pokémon FetLife. Genre, la dernière fois, tu me demandais une autre fois pourquoi j'étais un Pokémon rare. Et là, on a l'impression qu'on cumule des badges en mode « a été à une sex party ». Non, pas encore, mais ça pourrait être assez drôle d'en avoir. Mais du coup, en gros, une sex party, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, ça me fait rire, mais c'est en gros une soirée où la nudité et la sexualité sont autorisées. C'est comme ça que je l'appellerais. Et mon avis, c'est qu'il n'y a rien de moins sulfureux qu'une sex party. Pour moi, ce qui est sulfureux, c'est les secrets, c'est le risque, et c'est des choses que je trouve qui ont été beaucoup plus présentes dans ma sexualité et dans ma vie, notamment de couple exclusif. C'est par exemple tromper mon ex-copain avec qui j'étais en relation exclusive, complètement bourré, en saison, avec un autre animateur, dans un bout d'herbe où potentiellement des vacanciers pas consentants auraient pu nous surprendre en train de coucher ensemble au plein milieu de la nuit. Voilà, ça c'est sulfureux. Regarder du porno sans être sûr de l'éthique du tournage, du bien-être des acteurs, je trouve que c'est aussi très sulfureux. D'ailleurs, quand on est habitué à voir du porno, même quand on n'a pas vu beaucoup, je peux vous assurer que voir des personnes coucher ensemble dans la vraie vie devant soi, c'est pas du tout si sensationnel que ça, quoi. Quand on est habitué à avoir des gros plans sur des pénis, dans des bouches, dans des vagins, dans des anus, deux gens qui couchent ensemble à 1 mètre de toi, en fait, sans cut, sans machin, sans truc, en fait, franchement, c'est chiant, quoi. Bah, franchement, ça peut être cool, mais à minima, je trouve que j'en ai une expérience à minima assez neutre, quoi. Je suis là, bon, ok, rien que je n'ai pas déjà vu, quoi. C'est pas parce que c'est en vrai que c'est forcément plus impressionnant que derrière un écran. Ce qui est sulfureux, c'est l'image qu'on se fait d'une sex party quand on n'y est jamais allé et toute l'idée qu'on en a. Mais en l'occurrence, moi, du coup, j'étais à cette sex party qui était organisée par un de mes partenaires qui pourrait vraiment faire de l'événementiel du cul, tellement il est fort pour organiser ce genre d'événements. J'étais entourée de gens qui étaient très à l'aise avec leur sexualité, leurs envies, très à l'aise pour exprimer ces envies et pour les vivre. Et c'était vraiment un cadre où je me sentais en sécurité d'explorer exactement ce que j'avais envie d'explorer, faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et au final, vraiment, c'était un cadre. Du coup, j'ai couché avec des gens, il y a eu de la sexualité, mais je me rappelle d'un moment donné où j'étais juste dans la cuisine, à moitié nue, avec des gens avec qui j'avais pas l'envie potentiellement de coucher ensemble, en train de boire du Canada Dry et de discuter ensemble comme si on faisait une contre-soirée complètement classique. Et voilà, il n'y avait pas tout ce truc de paillettes, de risques, de tout ce qu'on peut associer à une sex party. Et tant mieux, parce qu'en fait, la sécurité, on en a parlé dans l'épisode du jeu, c'est quelque chose qui est essentiel pour explorer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir explorer tout ça. Donc en fait, tant mieux que ce soit pas sulfureux, ces sex parties. Ça peut l'être,
Mais si c'est bien fait, ça ne l'est pas pour moi. Après, t'en as fait une. J'en ai fait une. On Ouais, sait c'est pas. ça. Et j'en ai fait une dans des conditions qui étaient très chouettes, où je fais très confiance à ce partenaire qui connaît beaucoup de gens dans ma ville, qui sont dans ce milieu, qui du coup les a choisis aussi et qui sait qui est un peu safe. Après, on n'en a jamais aucune assurance, mais voilà, qui choisit les personnes. Et je fais pas des sex parties. Je sais qu'il y a pas mal ça dans un milieu notamment gay, avec énormément de drogue et d'alcool et des conditions de sexualité de groupe qui sont vraiment sous l'influence de plein de substances. Enfin voilà, c'est une expérience personnelle et unique, mais c'est juste que ça peut vraiment ne pas l'être. Et que j'ai l'impression que c'est pas ça l'image que ça en donne. Mais du coup, tu dirais que ce qui est sulfureux, au final, c'est les secrets, les choses qui sont peut-être pas éthiquement acceptables, alors que l'acceptation globale du mot sulfureux, c'est plutôt la liberté que les gens prennent avec leur propre corps, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est sulfureux, c'est beaucoup plus, c'est ça, les secrets, les risques, le danger, et finalement des choses que moi, j'ai plus, entre guillemets, vécu dans ma relation de couple exclusif passé, par exemple, que dans cette exploration-ci où je suis très honnête sur mes envies, avec des gens qui sont aussi honnêtes sur leurs envies. Même pour moi, aller en boîte, c'est plus sulfureux qu'être dans une sex party, avoir toute cette tension, on se dit qui on va pécho, où tout le monde se regarde, où tu sais pas si les gens vont, je sais pas, te toucher les fesses sans ton consentement. Enfin, il y a vraiment un truc où ça peut être hyper violent et hyper sulfureux pour moi, alors qu'être dans une sex party avec que des gens qui sont très à l'aise, qui sont très safe et tout, ça peut l'être moins qu'une petite soirée en boîte toute classique du samedi soir, quoi. Mm-hmm. C'est vrai que la sexualité, ça peut être un truc très lumineux, je trouve. Comme ça peut être très sombre, mais voire glauque. Donc ça peut être, enfin je sais pas, je visualise un peu soit un côté très blanc, pas parce que c'est pur, mais parce que c'est, je sais pas, très beau, ou voire blanc doré, soit noir, vert, un peu dégueu. Et sulfureux, je sais pas, c'est rouge. Pour moi, c'est noir et rouge. Noir et rouge. Alors pour le coup, la pièce qui est la chambre de mon partenaire dans laquelle j'ai couché, en l'occurrence sur cette sex party, il avait un néon rouge et c'était magnifique, vraiment trop beau. Je vous conseille le néon rouge et un énorme miroir en bord de son lit, et je veux vraiment la même chose dans ma chambre. C'est tellement beau, enfin c'est tellement flatteur. Mais oui, je m'imagine un peu sulfureux comme du noir rouge, et aussi une sexualité positive, joyeuse, lumineuse, comme du blanc doré. Je suis assez d'accord avec ta colorimétrie. C'est un peu blanc doré, le mariage. Du coup, la sexualité acceptable, ce serait la sexualité... Non, je sais pas. Non, enfin moi, je voyais plutôt un truc qui te transcende, en fait. Ouais. Parce que t'as l'amour, enfin, c'est pas juste... Enfin, il y a la sexualité, mais c'est un truc qui te dépasse aussi, un truc de fusion, de... Mais je trouve que l'imaginaire qu'on a de la sexualité qui devrait être genre acceptable et chouette et juste voilà, c'est un peu celle qu'on s'imagine avoir avec le partenaire idéal, et que du coup qui est un peu idéalisé, rêvé. Et la sexualité sulfureuse, ce serait vraiment un truc un peu démoniaque, et du coup c'est pour ça qu'on l'associe au noir et au rouge, je pense. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Moi, peut-être que je veux une sexualité plein de couleurs vives, mais sympa, quoi. Des couleurs de jeu. Ouais. Après, démoniaque, parce que dans la culture judéo-chrétienne, c'était à partir du moment où tu as une sexualité qui n'est pas reproductive, c'est déjà sulfureux. Ah bah clairement. Une sexualité hors mariage qui n'a pas pour but de faire des petits bébés, c'est déjà bof. Et là, j'ai l'impression que pour être... enfin, je suis protestante, mais du coup, même maintenant, dans la culture, en tout cas protestante, il y a un truc de potentiellement, ça peut être sympa le sexe. Bon, faudrait pas que cela soit trop non plus. Hein. Potentiellement, pas de BDSM et de libertinage, mais que ce soit sympa dans le cadre d'un couple exclusif, mais à l'intérieur du mariage quand même. Enfin, en tout cas, à l'intérieur d'une union longue durée, quoi. Donc, il y a une petite évolution, mais voilà, tout ce qui est hors, quand même, union longue durée, hors exclusivité, hors certaines normes sociales de qu'est-ce que doit être une bonne sexualité, ça redevient sulfureux, quoi. Et ça teinte quand même nos imaginaires à chacun, quel que soit notre rapport à la religion personnellement, quoi. Du coup, dans cet épisode, on va parler, je pense, de plein de choses qui sont vues comme sulfureuses dans la sexualité. Je pense que ça va être marrant comme épisode. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Lovla.
Rêve parti. Du coup, j'ai parlé d'un livre qui s'appelle L'homme pénétré de Martin Py et Zoé Redondo. Zoé Redondo, pardon. Et en fait, c'est donc un livre qui s'appelle L'homme pénétré que j'ai découvert complètement par hasard en étant à la librairie à côté de chez moi. Et c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup depuis plusieurs années parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas du tout, ou en tout cas pas beaucoup quand on imagine la sexualité des couples hétérosexuels. Je parle vraiment de ça parce que c'est un peu là où il y a un tabou, parce qu'il n'y a pas forcément de tabou sur la pénétration masculine quand il s'agit d'homosexuels. J'ai fait un petit test. J'ai tapé dans Google pénétration masculine et pénétration homme, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai regardé les premiers articles qui sortaient dans Google. Et il y en a aucun qui parle de vraiment pénétrer un homme de façon anale, quoi. C'est vraiment que des articles qui parlent de ou comment se faire pénétrer par un homme quand on est une femme, ou comment se faire pénétrer par un homme quand on est un homme, mais jamais la pénétration d'une femme, enfin d'une partenaire féminine avec les doigts, ou même ne serait-ce que la pénétration masculine comme pratique personnelle, quoi. Et du coup, c'était un sujet qui m'intéresse parce que je pense que vu qu'il y a un tabou, c'est dommage qu'il y ait un tabou, parce qu'on sait que, en gros, le principe de la pénétration anale chez les hommes, c'est le plaisir prostatique, parce que c'est vraiment une zone où, en gros, on peut vraiment toucher la prostate, et du coup, je pense que je sais pas, j'ai pas malheureusement de prostate, donc je peux vraiment pas parler de ce que je connais pas. Et la prostate, ça sert vraiment à deux choses, à avoir du plaisir ou à donner des cancers. Donc, et il y a du plaisir. Ça tournait tellement dark en 2 secondes. Soudainement, voilà. Ouais. Franchement, profitez avant d'avoir un cancer, c'est un peu le message. Plus vous avez de plaisir, moins vous avez de cancer. On est en train de faire de la propagande prostatique. Non, mais en gros, l'idée, c'est que ça sert à ça. Donc, en fait, il n'y a pas de... Enfin, ça ne devrait pas être un tabou, quoi. Ça ne sert pas à ça, mais... C'est pas comme le clitoris où c'est un organe... purement dédié au plaisir. Dédié au plaisir, il y a quand même d'autres fonctions. Oui, il y a d'autres fonctions, mais c'est quand même fou que cet organe-là, qui sert aussi à ça, il y a vraiment quand même un genre d'omerta, il faut pas en parler, tout ça. Les auteurs du bouquin sur lequel je m'appuie pour parler de tout ça ont fait une étude. Alors c'est une étude qui est forcément très partielle, partielle, comme toutes les études, parce que évidemment il y a des biais. Ils sont assez conscients de ça et ils le rappellent au début du livre. Mais en fait, il y a sur, je crois, 650 hommes interrogés, hommes hétéros, et je crois que la plupart... Non, je crois que c'est que les personnes qui ont été interrogées de façon qualitative, qui sont que des personnes blanches, mais il faut le signaler quand même. En tout cas, sur les 650 hommes qui ont été interrogés, il y en a 50% qui disent qu'ils ont déjà pratiqué la masturbation ou la pénétration par une partenaire anale, quoi. Voilà. Et il y en a que 4% qui se disent prêts à en parler publiquement. Donc c'est qu'il y a quand même vraiment un tabou énorme autour de ça. Et moi, ce qui me rend folle avec ça, c'est qu'il y a un tabou, déjà parce que je pense que la culture judéo-chrétienne, ça n'a aucun intérêt de pénétrer un homme, en fait. Enfin, vraiment, ça fait pas de petit bébé, quoi. Ça fait pas de bébé, voilà. Il y a aussi tout un truc de renversement de la domination, se faire pénétrer. En fait, justement, je crois que comme c'est une pratique qui est on a découvert, on a craqué le code. Comme c'est une pratique qui a aucun intérêt pour la reproduction, c'est pour ça que c'est tabou. Oui, clairement. Mais il y a aussi, je pense, le fait que dans la sexualité hétéro, il y a quand même ce truc de c'est la femme qui est pénétrée, et du coup se faire pénétrer, c'est un peu devenir un peu moins qu'un homme, parce qu'un homme c'est viril, ça pénètre, c'est vraiment le pénis c'est super et tout, et du coup se faire pénétrer, ça voudrait dire faire un peu dominer, quoi. Et puis il y a un côté féminin dans le fait d'être pénétré, il y a toujours quelque côté de menaçant à avoir des caractéristiques féminines. Même dans les rapports homosexuels, quand il y a ces termes-là, je sais plus, mince. Il y a cette image de celui qui est pénétré et celui qui pénètre, que ça serait fixe. Oui, en anglais, c'est genre up and bottom. C'est top and bottom. Top and bottom. Je ne me souviens plus. Et que quand t'es
bottom, c'est une image un peu. Oui, ça serait que t'es négative, c'est moins une personne cool, qui est ouais. efféminée aussi dans ton apparence, que pour être pénétré, il faut être un homme qui est plutôt efféminé, ce qui est complètement faux, évidemment. Mais du coup, il y a vraiment ce truc assez... en fait, ça se base quand même sur de la misogynie, sur de l'homophobie. En gros, que les hommes ne pourraient pas être pénétrés, que ce serait en gros se diminuer en tant qu'homme, tout ça. Alors que voilà, moi je trouve que c'est dommage qu'il y a un tel tabou, alors que en fait c'est notre corps, enfin c'est votre corps, etc. Et qu'en fait on en fait ce qu'on veut. Après, on n'a pas envie de se faire pénétrer, on se fait pas pénétrer. On a envie d'explorer ça, on peut le faire seul et on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Mais je pense que ça mériterait qu'on en parle plus parce que toute chose qui a pour objectif de se faire du bien, je pense qu'il faut en parler et essayer de répandre cette parole autour de nous. Avoir du plaisir, c'est chouette. Et c'est vrai que j'ai des expériences avec des partenaires qui ont mis tellement longtemps à potentiellement me le demander très doucement pour après peut-être me rendre compte qu'ils l'avaient déjà fait par ailleurs avant et que c'était pas quelque chose qu'ils découvraient, mais que juste le fait de me le demander ou que moi je le propose et que eux ils soient là, ok, c'est pas si facile que ça, quoi. Enfin, c'est ça, cette différence entre faire et le dire, et du coup avec peut-être chaque nouveau partenaire de repasser ce stade-là de peut-être on peut faire ça. Et c'est fou. Et ce qui est vraiment chouette avec le bouquin, c'est qu'il y a du coup vraiment toute une étude qui a été menée par l'auteur et l'autrice. Mais il y a aussi, du coup, ça s'appuie sur 4 personnes qui sont un peu des grands personnages, un peu caricaturaux, mais qui du coup permettent de faire comprendre certaines façons d'être. Et je trouve qu'ils arrivent assez bien à faire passer des messages sans être jugeants et en essayant de prendre en compte vraiment le parcours de chaque personne, comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils pensent telle et telle chose. Et je trouve que c'est vraiment un beau bouquin pour ça, parce que ça parle à la fois d'une pratique et ça donne des bons conseils, je pense, pour ceux et celles qui veulent essayer avec leur partenaire. Et en même temps, ça replace bien dans un contexte historique et politique aussi cette pratique. Voilà. Après, pour moi, je pensais pas une question vraiment de tabou. C'est surtout que tu disais au début, il y a pas beaucoup d'articles ou de trucs comme ça. Mais en fait, c'est parce que pour la plupart des hommes, en fait, on va pas aller lire des articles. C'est des trucs qu'on va entendre de bouche à oreille ou de trucs comme ça de personnes qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'articles qui en parlent parce que ces articles-là, le public cible, c'est pas vraiment les mecs là-dessus. Donc c'est vrai que quand un mec entend parler de quelque chose, c'est parce qu'il a entendu de quelqu'un plus que de choses qu'il a été chercher de lui-même, entre guillemets, sur Internet ou en se renseignant. C'est vraiment, ça fonctionne quand même plus du bouche à oreille. Mais ça voudrait dire que du coup, il y a des mecs qui parlent entre eux de t'as essayé de te mettre un doigt dans le cul, j'ai trouvé ça génial, moi, perso. C'est ouais. Mais ça, c'est peut-être quand les mecs sont plus jeunes, souvent. Quand c'est l'époque du lycée ou ce genre de choses, c'est les trucs que t'entends. Ma meuf, elle a fait ça, voilà, c'était cool et tout. Et la personne, elle va vouloir essayer. C'est des trucs que c'est vraiment plus du bouche à oreille. C'est pas un mec qui va aller chercher un article, tiens, qu'est-ce que ça fait si je me fous un doigt dans le cul? Du coup, ça voudrait dire que les gens en parlent quand même, enfin que les mecs, en tout cas que toi, t'as une expérience personnelle où t'as des mecs autour de toi qui ont parlé de pénétration masculine entre eux. C'est partie des 4% du coup, selon l'étude. Ouais, parce que ce que ça semble montrer cette étude, et moi par exemple, les expériences que j'ai pu avoir avec des partenaires, c'était plutôt le fait de... c'est quand même difficile d'en parler, en tout cas il y a un coup d'entrée un peu pour en parler qui est là, quoi. C'est sur des groupes. En fait, les gens en parlent, mais sur des groupes très restreints, en fait, sur une ou deux personnes qui sont vraiment le plus restreints, qui tu peux parler de tout. Ouais. Que l'annoncer en disant t'en parles au public, même si c'est un truc qui est anonyme, tu vas dire non, tu vois. Mais en soi. Mais pourquoi du coup? Parce que comment le dire proprement, parce qu'on n'aime pas en parler, en fait. C'est notre petit jardin secret privé, et donc on en parle avec les gens à qui on est proche,
Mais c'est pas quelque chose qu'on va aller en parler dans la rue ou on parler avec quelqu'un qui vient nous interroger sur notre vie, en fait. C'est quand même souvent l'expression, après chacun a sa personnalité, et par ailleurs, toi, tu as une personnalité qui est assez pas secrète, mais où tu as déjà dit dans d'autres épisodes que tu n'étais pas en train de parler de ta vie privée très facilement à des gens. Mais pour moi, c'est quand même l'expression d'un tabou, que quelque chose soit pas un objet de discussion qui soit facile à avoir, quoi. Après, en dehors des... Chacun a sa personnalité, quoi, mais s'il y a plein de gens qui mentent à un questionnaire, enfin, en tout cas, disent à un questionnaire que... ils l'ont pas fait alors qu'ils l'ont fait en vrai et tout, ça dit quand même quelque chose, quoi. Après, c'est plus que genre, j'ai l'impression que dans les conversations entre mecs, mais peut-être que je me trompe, il y a plus facilement ce truc de elle m'a sucé, c'était trop cool, que elle m'a massé la prostate, c'était ouf, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, il faut faire un petit astérix, c'est qu'on t'es pas obligé d'avoir un doigt dans le cul ou une bite dans le cul ou n'importe quoi, un god dans le cul Toucher pour stimuler ta prostate. Tu peux le faire sur le périnée. Il y a des points entre la fin des testicules et le début de l'anus où on peut déjà toucher par là et atteindre la... Je suis en train de faire des gestes en même temps, très visuels que vous ne voyez pas. Mais voilà, toucher la prostate. Avec 2 doigts. Avec 2 doigts, ouais. Avec 2 doigts derrière les testicules, vous appuyez. Il faut quand même appuyer un peu fort, enfin pas tout de suite, progressivement. Mais en appuyant un peu plus fort, ça permet de toucher la prostate par l'extérieur sans avoir de pénétration. Ça peut être peut-être une première étape. Une première porte d'entrée. C'est ça. Où on peut se dire, ah, mais c'est super ce que me fait ressentir la prostate. Et après, hop, les 2 doigts sont un peu plus loin derrière pour la deuxième fois. Voilà pour votre tuto doigt dans le cul. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi acheter le livre que je vous recommande, parce que du coup, il y a un vrai super tuto sur comment faire et tout ça. Donc, et puis après, mais sinon, du lubrifiant, n'oubliez pas le plein de lubrifiant. Et puis après, l'étape d'après, c'est strap-on. Pas d'ongles aussi. Oui, les ongles, c'est très mauvais. En plus, l'anus, c'est quand même un endroit qui est assez sensible. Mais en tout cas, ils disent ne pas hésiter à essayer tout seul aussi. Enfin, vraiment, c'est peut-être un truc, je sais pas, c'est peut-être vraiment 101, un conseil vraiment de base. Mais comme tu disais, Aurore, à un autre épisode, des fois, essayer seul avant de se lancer avec d'autres personnes, c'est vraiment un bon conseil, quoi. Oui, et pas être surpris si on débande aussi. Parce que c'est assez fréquent. Parfois, ça surprend parce que tu peux avoir des orgasmes très forts, mais en n'ayant pas du tout d'érection. Souvent, les hommes perdent leur érection quand on stimule la prostate. Tu en sais des choses sur le plaisir prostatique, Aurore. Mais oui, et il y a un livre que je suis en train de lire. Ça peut être bien à lire aussi. Ça parle c'est l'homme multi-orgasmique. Donc c'est un truc. Tu nous as passé sur un groupe WhatsApp, le PDF, mais je l'ai pas encore lu. C'est cadeau, mais je crois que les gens l'ont à moitié. Mais franchement, je pense que ça peut être très chouette à lire. Je l'ai trouvé sur un. Je sais pas, tu sais, c'est une amie à nous qui nous en a parlé. C'est un truc qui s'appelle Les Archives d'Anna. Et tu trouves tout. Alors, je sais pas si on peut en parler. Je sais pas c'est pas très légal. Bon, parce que j'avais cherché ce bouquin et c'était toujours très cher, dur à trouver. Et là, je l'ai trouvé en PDF. Et donc, c'est par un mec. C'est basé sur la médecine chinoise. La médecine chinoise, c'est dans le Tao, tout ça. Il parle plutôt de l'énergie électrique entre les cellules. Et donc, bref, ça part un peu dans tous les sens, mais ça parle. C'est super intéressant à lire. Je suis en train de le commencer et c'est très chouette. Et du coup, ça parle de plaisir masculin. Ça parle du plaisir masculin et surtout de comment de dissocier l'orgasme de l'éjaculation, ce qui permet d'avoir plusieurs orgasmes. Parce que souvent, après avoir éjaculé, les hommes ont une période réfractaire ou qui peut être plus ou moins longue. Et puis, tu as aussi souvent une espèce de baisse d'énergie. Au début, il t'explique même que peut-être que les hommes vivent moins longtemps parce qu'ils éjaculent et que le fait de produire des spermatozoïdes, ça serait un truc qui fait que le corps produit, consomme plus d'énergie. Enfin bon, bref. Il faut moins éjaculer pour vivre plus longtemps. Il faut moins éjaculer pour vivre plus longtemps. Bon, ça, je sais pas. En tout cas, que ça préserve ton énergie et que ça te permet d'apprendre à dissocier les deux choses. Ça permet d'avoir des rapports où tu peux avoir plus, comme les femmes en fait. C'est aussi un peu tantrique, je trouve, cette histoire de pas aller trop vite vers l'orgasme parce que l'orgasme c'est vraiment un pic puis une
une chute, quoi, hormonale et tout. Donc, c'est pas tellement. C'est surtout, en fait, ce qu'il dit au début, c'est que les hommes, quand ils commencent à se masturber, à partir du moment où ils ont leurs premières éjaculations, le phénomène est tellement impressionnant qu'après, ils associent toujours les deux, alors qu'en fait. c'est pas associé. J'ai appris pas, ça il y a pas longtemps. Et je trouve ça associé. fou que l'éjaculation et l'orgasme masculin, c'était pas forcément. Enfin, ça allait pas de pair. Et je trouve que j'ai mis beaucoup trop de temps à l'apprendre. Et je trouve que c'est assez marquant de comment on a une éducation sexuelle qui est encore très faible, quoi. C'est fou de pas savoir ça. Mais bon, ça, malheureusement, le partenaire peut pas tellement. C'est un truc qu'il faut apprendre seul à gérer. Et donc, ce livre, bon, je suis vraiment au début, mais il essaye un peu d'apprendre ça. Et donc, après, ça permet d'avoir des rapports plus longs où tu peux avoir plusieurs orgasmes et voilà, sans éjaculer. Et en gardant ton énergie. Il donnait l'exemple de Miles Davis qui disait avant un concert, non, je peux pas me branler, je peux pas éjaculer parce que sinon, ça va être nul, je vais perdre toute mon énergie. Enfin, bref, alors qu'il n'était pas du tout. Il n'était pas du tout axé médecine chinoise, je pense. Il y a un truc, je crois que les sportifs sont plus ou moins interdits de cette expérience, de branlette. De sportifs qui étaient là en mode pas de baise avant le match, quoi. Oui. Voilà, sachez-le si vous voulez dater des sportifs. Il y a cette conséquence. Comment ils font du coup les joueurs de foot, ils sont tout le temps en train de jouer, donc. Ah ouais, ils baissent pas. Non, c'est peut-être les pros de l'orgasme sans éjaculation. Ça se trouve. Franchement, j'aimerais trop savoir les conversations cul des joueurs de foot de l'équipe de France, tu vois. Vas-y, moi je suis à fond sur le plaisir prostatique en ce moment, comme ça. Je suis sûre qu'ils disent ça. J'éjacule pas, c'est top. Je pense que tu peux faire une belle fanfiction qui sera très peu proche de la réalité. De joueurs de foot de l'équipe de France qui parlent de plaisir prostatique et de jouir sans éjaculer. Ouais. Antoine Griezmann, qui est un de mes crushs. Ah ouais. Et dont les 3 enfants sont nés le même jour. Ouais, ça c'est fou. C'est incroyable. C'est 3 ans. Mais il a eu des triplés? Non, pas du tout. Il a 3 enfants. couché avec 3 femmes différentes? Non, il a sa compagne. Année après année. Année après année. Ok. Parce qu'en fait, je pense comme il a le droit de coucher qu'un jour par an. C'est toujours la même. C'est son seul jour de repos de l'année. C'est ça. Et il baise. Il baise pour faire des gosses. Voilà. Mais c'est pauvre. Comme quoi, il faut vraiment, si on a une grande libido, ne pas être femme de joueur de foot, quoi. Pas le bon plan. C'est ça. Ok. Non, et sinon, on peut aussi faire du sexe sans éjaculer. Attention, qu'est-ce qu'on a appris? Puis on peut aussi être dans des couples pas monogames. Voilà. On répète nos leçons. Bon, ça, c'est vos leçons. Hein. Moi, oui, pardon. Xan, il est aussi en train de faire des grands yeux. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, on peut peut-être passer à une autre rubrique. Peut-être la tienne, Aurore? La Madeleine de Proust. Je sais pas, ce sujet, j'étais pas. J'avais pas l'impression que en ce moment, je suis à la recherche de sulfureux, ou que ce soit une question en général dans ma sexualité. Mais finalement, les souvenirs que j'ai où j'avais ce truc un peu d'interdit, je fais quelque chose que je suis pas censée faire, ou voilà, c'était plutôt enfant. Donc déjà, quand j'allais farfouiller les BD de mon père, bon, c'était pas des BD porno, c'était des BD que tu trouves au rayon adulte de la Fnac. Mais il y avait déjà, je retenais la couverture qui m'intéressait et la planche où il y avait le truc qui allais directement. Et donc j'allais chercher, j'allais faire mon petit tour, mon petit marché. Et ça, c'est quel âge? Mais j'ai réfléchi ce matin et je crois que par moment, je lisais pas vraiment les trucs parce que je crois. Tu savais pas encore lire? Je crois que je savais pas tout à fait lire. Donc j'ai peut-être commencé assez tôt à faire ça, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Bon, au début, c'était. Je pense que c'était déjà les L'Enfeuse de Troyes parce qu'en plus, les dessins, ils sont pas agressifs. C'est pas des comics, mais c'est assez joli visuellement. C'est pas glauque. Alors qu'après, avec le temps, il y avait d'autres BD qui sont plus durs. Il y a un auteur qui s'appelle François Bouc, je crois. Lui, il a un dessin où les personnages sont un peu plus particuliers. Ils sont moins lisses, moins sexy. L'Enfeuse de Troyes,
ils sont mignons, sexy, alors que Book c'est des gens normaux Mignons, et un peu croulants parfois. Enfin c'est un peu des bad personnes en mode grosse barbe, cicatrice. faut regarder les images. Je sais pas très bien expliquer, mais disons que les personnages sont pas tout lisses ou tout beaux. Il y a je sais pas, quand j'y pense, quand je revois certaines images, il y a un côté un peu c'est pas tout rose, tout propre, tout lisse. ouais. Et donc parfois, comme ça, je suis un peu tombée aussi sur des trucs qui m'ont un peu. C'était pas. Enfin, maintenant, je trouve pas ça forcément très violent, mais pour un enfant de 6 ans, ça pouvait être un peu perturbant. Et après, donc il y avait ce truc où j'allais les lire et en même temps, je savais pas trop si j'avais le droit et j'étais pas. Enfin, quand parfois, je sais pas, il y avait la télé, il y avait un truc un peu sexuel, bah c'était on change la chaîne ou non, c'est pas, tu t'en vas. Hein. Mais Donc, par contre, la bibliothèque, à l'abri de tous les regards. Bah, c'était dans leur chambre, donc je trouvais des moments où il y avait personne dans la chambre parentale. Et après, il y avait eu. J'avais eu accès à un ordinateur où mon père avait mis des films, mais vraiment plein de films. Et moi, je connaissais pas les. Là, je pense que j'étais plutôt en CM2. Donc, je connaissais pas trop les noms de réalisateurs. Il y avait juste ce dossier Gainsbourg. Et moi, je connaissais Serge Gainsbourg. Mais je connaissais pas non plus le côté un peu sexuel du personnage. Et donc, je sais pas. Et donc, il y avait ce film qui s'appelle Je t'aime, moi non plus. Là, c'est sympa ce titre. Et donc, j'ai regardé Je t'aime, moi non plus, à, je sais pas, à 10 ans, toute seule, en haut. Enfin, je sais pas si vous voyez ce film, mais c'est très. Mais il n'y avait pas de contrôle parental. Il se disait pas, ton père, que potentiellement, tu pouvais tomber sur ses BD. Je pense qu'il s'est pas dit que j'irais. Enfin, que je me mettrais à faire ça. Ouais. Et donc, ce film est assez particulier. Même maintenant, le propos me dépasse un peu. Enfin, je sais pas, c'est un homme qui est très beau d'ailleurs, homosexuel, qui a une histoire avec Jane Birkin, qui est vraiment garçon manqué, les cheveux très courts. En plus, c'est une femme qui est très droite. Enfin, je sais pas, c'est une histoire un peu entre eux qui est même un peu violente par moments. Et il y a des scènes de sexualité qui sont assez particulières. Avec une phrase assez sympa qui est « il y a que les putes qui baisent en silence ». Ça m'avait marqué ce truc-là. Enfin bon, bref. Et je sais pas trop quoi penser de cette phrase. Moi non plus. Je suis là en mode, mais est-ce qu'on n'a pas une image avec le porno, que c'est plutôt des meufs de porno ou quoi, qui sont très bruyantes pour montrer à quel point elles sont enthousiastes, et que quand tu représentes une sexualité plus réaliste, en fait, c'est beaucoup plus... Non, mais c'est horrible, je pense que ça parle de non-consentement et de culture du viol plutôt. Non, en fait, ce dont je me souviens, c'est. Ils couchent ensemble et elle fait du. En fait, il la sodomise. Et on ça revient fait mal. à l'anus. Et donc elle crie. Mais elle est pas non. Enfin, je sais plus si. En fait, j'en sais rien vraiment. J'ai mon regard d'enfant de 10 ans. J'arrive pas à dire. Je crois pas qu'elle était non consentante. Je sais pas. En fait, c'est bizarre. C'est très. Mais je rejoins Lovelace sur le fait de crier associé à avoir mal, associé à un manque de consentement. Mais bon, j'ai pas fait le film. Ils sont surpris pas surpris par quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vient toquer en disant bon, ça suffit là. Et le mec dit il y a que les putes qui baisent en silence. Voilà. Donc bon. Donc c'est juste que ça te met. Et il y avait ce truc de de voir des trucs. Mais en tout cas, t'as vu des choses qui t'ont ému. Enfin, m'a pas ému. Non, mais je veux dire, ça m'a perturbée. Ému sexuellement, je parle. Celui-là, oui, justement. Mais il y avait ce truc de t'es pas censé faire ça. C'est l'interdit qui te. On m'a jamais dit t'as pas le droit, mais c'est juste que. On savait implicitement, t'apprends que la sexualité, c'est pas un truc d'enfant, où ça te concerne pas, où t'es pas censé. Clairement, il y a plein de conventions implicites. Moi non plus, on m'a jamais dit ne te masturbe pas. Et pourtant, j'ai mis très 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 longtemps. J'ai vraiment commencé à me masturber, je pense, en ayant 18 ans, je pense, ou à la fin du lycée. Un petit peu, parce que avant j'étais là, oula, qu'est-ce que je fais ? Enfin, je le faisais un peu, mais de manière un peu cachée. Vraiment en sachant pas si je faisais une bêtise, et je sais que c'est une expérience très commune. Pourtant, personne ne me l'a dit, personne ne m'a pris sur le fait en disant ce qui arrive à des gens, que tout d'un coup on voit son enfant ou quoi en train de se masturber et qu'on est là, oula,
il faut absolument pas faire ça ou je sais pas quoi et qu'on te mette de la honte dessus. Moi, j'ai jamais eu cette expérience et pourtant, je savais, c'était quand même très bien inscrit dans ma tête que j'étais pas sûre que ce soit acceptable ou pas de le faire, quoi. Moi, je sais que très petite, j'avais déjà commencé, mais justement, pendant des années, j'étais, mais je suis la seule personne au monde à faire ça, c'est pas possible. Tu fais de l'ASMR. Bon. Et après, donc, le niveau un peu ultime de l'interdit enfant, c'était les jeux avec d'autres enfants. Et donc, quand j'étais petite, il y avait mon voisin de maison qui avait le même âge que moi. Je sais pas, naturellement, tu joues aux parents et puis après ça. Mais enfin, c'est des trucs d'enfants. Mais il y avait ce truc où il fallait aller demander aux parents si on avait le droit d'aller dans le jardin de l'autre. Et donc, par moment, les parents disaient non et donc on se débrouillait quand même pour passer la barrière, pour sauter au-dessus de la grille du jardin et vous voir. Et aller se cacher au fond des jardins derrière les arbres. Et une fois, je me souviens que c'était mon grand-père qui me gardait. Et il peut être assez impressionnant. Et donc, il m'avait dit non, tu vas pas jouer à côté. Et on s'était quand même dit, bon, tant pis, j'y vais. Donc, je sais pas quel âge j'avais peut-être 8 ans. Donc, j'étais quand même allée. Et puis, à un moment, il m'appelle. Et donc, je dis, ah non, mince. Donc, je cours et je saute au-dessus de la grille. Je me souviens être tombée vraiment, avoir un instant de oulala. Et d'être un peu... chamboulée, mince. J'ai vraiment fait une bêtise. Ouais, t'es pas censé faire ça. Je pense qu'ils se doutaient pas du tout que c'était le genre de jeu auquel on jouait. Voilà. Mais, et je crois que ça m'est jamais réarrivé à ce point-là d'avoir ce truc de ce que je fais, je suis pas censée le faire. Et si on me prend, si on m'attrape, ça va être... Donc ça s'est arrêté assez tôt finalement, à 8 ans. Non, mais c'est clair que toute cette manière dont on est éduqué, ça met déjà la honte en nous. Enfin, ça inculque une honte qui après, dont il faut se défaire quand on commence à entrer en sexualité après plus à l'adolescence et tout. Enfin, c'est évident, quoi. Et que maintenant, il y a des choses. Alors, je me connais vraiment pas bien. Je suis pas experte en pédagogie nouvelle et en comment gérer ces questions de sexualité enfantine et tout, mais je sais que maintenant il y a beaucoup des trucs en éducation plus positive où t'es là, par exemple, si tu vois que ton enfant qui se masturbe, tu lui dis, genre dans un endroit par exemple un peu genre au milieu du salon, t'es là en mode, en fait c'est quelque chose que t'as le droit de faire et c'est très bien et c'est quelque chose que tu peux vivre, juste c'est quelque chose qui ne se passe pas en public, quoi. Genre tu peux le faire dans ta chambre tout seul, mais pas au milieu du salon avec nous. Quand il y a des invités. Ouais, c'est ça. Mais en gros, d'avoir un propos où tu es quand même là en mode c'est très bien, tu peux, tu peux te faire du bien, en tout cas continuer ce que tu fais. Je sais pas quels sont les mots à utiliser en pédagogie. Enfin, souvent, faut reprendre les leurs, faut pas leur... C'est ça, leur inculquer des mots, parce qu'après on inculque les images d'adultes et il y a toujours un truc, on met nos imageries d'adultes et de notre vision adulte de la sexualité sur ce que font des enfants qui n'est pas exactement la même exploration. En tout cas, c'est à un niveau très précoce où il n'y a pas les mêmes enjeux, les mêmes conceptions, les mêmes imageries qu'après on a quand on a une sexualité adulte, quoi. Donc c'est vrai que reprendre les mots et en tout cas ne pas mettre de honte autour, mais c'est pas facile, quoi. Et surtout si nous on a été élevés dans une famille où il n'y a pas eu ces propos-là, de le recréer après, c'est pas simple. Mais c'est vrai que ça fait partie. Moi, je sais que ça avait été un enjeu quand j'ai fait mon BAFA et du coup, je suis animatrice, d'où la saison où j'ai trompé cet ex-copain dont je parle dans ma chronique. Et du coup, c'était une des questions. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a deux enfants qui, on voit qu'ils sont un peu en train de se regarder les corps l'un à l'autre, comment on réagit? C'était un truc un peu d'échange de pratique, de quelle est la bonne mesure, quoi, pour pas créer de la honte, pas imposer notre imagerie à des enfants qui ne l'ont pas, ce qui serait hyper contre-productif. Et sécuriser et cadrer le truc, quoi. Parce qu'en soi, c'est une expérience hyper fréquente. Moi aussi, j'avais un ami que j'avais toute petite au primaire et à un moment donné, on a voulu voir et il m'a montré son zizi et j'ai montré ce que j'avais Love là et là en mode choquée. Quoi? Pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. Je t'écoute, c'est tout. Ok, d'accord. J'étais là en mode... Et c'est en vrai, c'est une expérience que je partage avec plein de gens, ce truc d'exploration où t'as envie de voir ce que c'est, quoi.
Ouais, et puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui commencent à des pratiques de masturbation très tôt. Mais clairement. Il y a des échographies où on voit des fœtus qui se masturbent. C'est incroyable. Ouais. C'est drôle. Non, mais c'est clair. Moi, ça a commencé très. Un truc de honte que j'ai eu, que je peux partager, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit à mes parents, je trouve ça très agréable quand je fais pipi. Et j'ai vu l'effroi dans leurs yeux, en mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Mais pour le coup, en vrai, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont héritées de comment nos parents vivent la sexualité. Moi, pour le coup, mes parents, ils ont toujours été plutôt pas laxistes, mais pour le coup, ce genre de propos, c'est des trucs que ma mère peut dire, tu vois. Ou pareil, genre Elle-même, elle est en mode j'adore faire pipi. Franchement. Oui, vraiment, elle est en mode c'est un tel soulagement quand t'as envie de faire pipi, c'est incroyable. Ou même pour le caca, la même chose, tu vois. Okay. Bon, je sais qu'il faut pas parler caca devant toi, mais en tout cas. Voilà, c'est pas du tout un problème de parler des orifices. Et globalement, je me rappelle une expérience assez drôle quand j'avais 8 ans. Il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est un film très chouette. Mais en 2003, du coup, j'avais 8 ans. Et la première scène, c'est un gamin de 14 ans qui paye une prostituée pour faire sa première fois. Et voilà, donc moi, je vois ça au cinéma avec mes parents et vraiment... Donc, j'ai déjà reparlé de cette scène à mes parents et ma mère, elle me dit « Mais franchement, je me rappelle pas de ce truc. J'imagine que j'ai dû te poser la question en sortant du cinéma en mode « Ça va, genre, qu'est-ce que t'as pensé du film ?» Et on n'en a jamais reparlé. Et en vrai, j'étais pas choquée, j'étais juste en mode curieuse. Alors, quel est ce truc? J'ai eu une autre expérience du même type. Je pense que j'étais au primaire. Ma mère avait un livre qu'elle avait sur sa table de nuit et qui était genre... Un livre sur un mec qui parle à Dieu ou quelque chose comme ça. Et il lui demande il peut demander ce qu'il veut à Dieu, je crois. Et j'avais dit à ma mère, est-ce que je pourrais le lire quand tu l'auras lu? Elle m'a dit oui, je le lis, puis je verrai si c'est OK que tu le lises. Et puis en fait, je l'ai lu en cachette et ça parlait énormément de cul. Et du coup, ma mère, une fois après l'avoir lu, m'a dit... je crois que c'est pas trop ton âge, donc je suis désolée, tu peux pas le lire, mais c'est pas grave, il était pas très bien. C'est vrai qu'il était pas très bien, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup appris en termes de cul et j'étais vraiment en primaire. Mais je sais pas, ça a jamais été vraiment un truc de gêne, quoi. Ouais. Enfin, il y a vraiment pas... Et ça, reparler aussi, je sais que c'est un truc pour entendre des mères qui ont maintenant des enfants qui sont ados, donc voilà, d'une autre génération que celle de nos parents aussi, d'être par exemple d'aller au cinéma et de voir comme ça une scène et après d'en parler après, en tout cas de dire si tu veux en parler ou comment t'as vécu le film ou quoi, enfin d'offrir un espace de discussion, c'est aussi quelque chose qui est chouette pour s'assurer qu'il n'y a pas une sorte d'omerta où tout le monde est là en mode oula, on ne va absolument pas parler de ce qui s'est passé dans cette salle de cinéma. Ouais, je pense que en vrai, il y avait beaucoup de... Enfin, je sais qu'on en avait parlé une fois avec mes parents. Quand j'étais un peu plus âgée, j'étais au collège. Une de mes amies, ses parents, chaque fois qu'il y avait une scène de sexe dans un film, ils zappaient. Et où ils disaient... Enfin, voilà. Oui. Et mes parents m'en avaient parlé, ils m'avaient dit mais c'est naze en fait de faire ça parce que leur fille, enfin, à un moment donné, elle va avoir une sexualité et il faut bien qu'elle sache ce que c'est, quoi. Et du coup, je me rappelle d'avoir eu cette conversation avec mes parents et d'être là en mode ah ok, donc ça c'est pas bien. Genre pour mes parents, c'était pas bien de pas parler de sexualité et de pas vouloir montrer des images de sexualité à son enfant qui est au collège. Après, parce que moi j'ai eu beaucoup dans ma famille l'expérience on laisse toutes ces scènes et on peut regarder Desperate Housewives, je sais pas, plein de séries où il y a aussi pas mal de sexualité. Enfin, c'est pas le propos de ces séries, mais en tout cas, regarder beaucoup de programmes ensemble où il y a de la sexualité. Mais par contre, on n'en parlait jamais. Ce qui, en fait, je suis là quasi, peut-être, je sais pas, c'est plus cohérent de ne pas le regarder, de ne pas en parler, parce qu'il y a un truc de le regarder et que ce soit possible quand c'est les autres et quand c'est sur un écran, mais que par contre, en parler nous, c'est pas possible, qui a été pas le plus facile pour après... se dire oui, c'est normal. Oui, après, c'est deux choses différentes de pas en parler et de zapper carrément. Oui, zapper, zapper, c'est vraiment en mode ça n'existe pas. Ouais. C'est clair. Ouais, moi, on m'a chassé ou on a zappé. C'était souvent ça. Ah ouais? Ouais. Enfin, pas... Mais... Ouais. Mais c'était mes grands-parents souvent. Je me souviens que ma grand-mère regardait Les Feux de l'amour. Et souvent, c'était très... Enfin, bon, rien, voilà. Et une fois, il y avait eu... oh là là, là, j'étais vraiment petite. Je sentais que ça
que ça montait un peu, et elle a fait oh, vraiment changement de chaîne. C'était mais en plus dans le cinéma ou la télé, il y a des représentations de la sexualité qui sont tellement je sais pas, les séries américaines, je trouve qu'en général c'est les femmes, elles ont toujours un soutien-gorge, c'est toujours très lisse, c'est très propre, c'est limite pas vraiment, enfin on montre pas grand chose quoi. On arrête au moment où ils commencent à se faire des petits bisous et après c'est le lendemain, hop. Et après, en fait, c'est un peu comme leur fromage. C'est comme quoi leur fromage. Mais non, mais c'est un truc qui pue pas. Ça vient de se rapprocher son micro en mode. Non, mais c'est leur fromage en bouteille, quoi. Le truc qui sent rien, qui est propre, c'est pareil. En bouteille. Bah oui, ils ont des fromages en des spray. petites. Ils ont du cheddar en spray. Oui. Je trouve que c'est un peu pareil. C'est une version un peu aseptisée de la sexualité. Une version. Ouais. Après, il pourrait être hyper woke et ne pas montrer ou montrer ces passages et en parler en mode ce n'est pas une représentation de la sexualité qui est la plus. Ce serait hyper drôle qu'il y ait, tu sais, genre un écran comme dans la Sex Obélix Mission Cléopâtre, vous savez, quand ils s'embrassent et qu'à un moment donné c'est censuré. Vous voyez pas cette scène? Je me rappelle plus. Quand ils s'embrassent en fait, non, pour moi c'est censuré quand ils vont se battre et il y a la langouste, mais c'est pas c'est à ce moment-là. Ouais. Non, mais je sais pas, il y a pas un moment où Cléopâtre et César ils s'embrassent et en mode bon bah bref, on passe quoi. Il y a pas un truc comme ça? C'est possible. Je me souviens du moment où ils s'embrassent, mais je crois que c'est pas spécialement censuré. Peut-être que je confonds. Mais en tout cas, tu voudrais qu'il se passe quoi quand enfin pas tu voudrais. En gros, à chaque fois qu'il y a une scène de sexe, il y a un écran. Et qu'ils disent, plutôt que de regarder un film qui montre pas la sexualité telle qu'elle est, voici un bon film à regarder pour voir ce que c'est que la sexualité, que ce soit genre un bon porno bien réalisé et qui soit pas trop mensonger, tu vois. Voilà, ce serait vraiment marrant. Non. Bon, après, peut-être qu'il faut dans une production hollywoodienne, ce serait à minima drôle. Ouais. Oui. Ça peut faire un bon film. Faut le faire. Dans un film, oui. Pas dans tous les films. Dans le film que je réalise. Voilà, c'est ça. Et toi, t'as commencé quand ta sexualité? Genre, est-ce que tu te rappelles J'ai aucun souvenir de mon enfance quasiment, donc je sais qu'on n'en parlait pas. Parce que on n'avait pas le temps. Mais après, moi, ma sexualité, je l'ai découvert un petit peu tout seul. Parce que c'est ce qu'on en parlait avec les copains au collège ou trucs comme ça. Tout ce qui était masturbation, machin, ce genre de choses. Et après, du coup, pour moi, ma première fois, je l'ai fait assez tard, à 18 ans. Et c'est la première fois où j'en ai vraiment parlé à mes parents. C'était à mes 18 ans. Mais tu en as parlé quand t'as fait ta première fois? J'avais besoin de la baraque. Ah ouais, c'était genre organisé. Ah ouais, c'est en mode il va falloir que vous partiez là maintenant. Ah mais d'ailleurs, ça c'est un vrai enjeu aussi de honte et de sexualité qui n'est pas safe, c'est se dire oula, je peux pas dire à mes parents ou ils vont pas accepter que avec mon copain, ma copine ado, on couche ensemble dans l'une des deux maisons des deux parents et que du coup beaucoup de sexualité adolescente se passe dans des endroits qui sont pas du tout safe en fait, à l'extérieur, dans une voiture, dans des endroits où ils prennent des risques parce que en gros c'est pas permis que ça se passe dans des maisons et t'es là mais en fait, si des ados veulent coucher ensemble, ils le font forcément. Donc, en fait, ne pas leur offrir la sécurité pour le faire dans des conditions safe, c'est quand même vraiment pas une bonne idée, quoi. Ouais, d'ailleurs, je parlais de mes parents un peu tolérants et tout, mais pour contrebalancer, ça a été tout un drame pour eux, nos parents, dans cet épisode. Ça a été tout un drame la première fois que mon mec est dû venir dormir à la maison, alors que on avait déjà couché ensemble. C'est évident vu qu'il était déjà venu chez moi quand j'habitais pas chez mes parents, mais juste là c'était les vacances et du coup il se trouve qu'on était chez nos parents, donc c'était ou bien chez les parents de mon copain, soit chez les miens en fait. Et du coup mes parents ils étaient vraiment dans une genre d'hypocrisie en mode on veut bien que ça se passe mais pas chez nous. Voilà, chez les autres parents ok mais pas chez quand les on est là. C'est peut-être que s'ils étaient pas dans la maison ils sont foutrais, c'est juste le fait d'être là. Peut-être je peux comprendre que t'as pas envie de c'est un peu le respect, enfin pas le respect, mais ne pas rentrer dans l'intimité de l'autre, ne pas avoir peur d'entendre, ou c'est pas que tu veux pas que ton enfant ait des rapports, c'est juste que tu veux pas du tout être pas dans un monde parfait. Ton ado aurait un prolongement de la maison, son propre studio où personne ne l'entend et on va faire les courses de midi à 14h. Non mais en vrai après ça peut être arrangé que les parents soient pas là à un moment donné. C'est ce qui s'est passé pour toi du coup. C'est passé pour moi du coup ouais. Tu as dit à tes parents
Dégager de la maison. Dégager de la maison, je vais faire l'amour avec ma copine. Mais d'ailleurs, c'est pas spécialement tard. 18 ans, c'est la moyenne, c'est 17. C'est pas. Oui, non, mais quand- c'était le jour de mes Ouais. 18 ans en plus. Ah ouais, Ouais. anniversaire. Un cadeau d'anniversaire. Merci le cadeau empoisonné. Mais c'est une autre histoire. C'était pas bien. C'était une histoire assez spécifique quand même. Mais la première fois, c'était chouette ou Oh non, vraiment pas. Ce sera peut-être un autre épisode Ouais, de podcast. Ouais, Peut-être qu'il ça faut je le qu'on- raconterai en off, mais ouais. D'accord, Ouais. d'accord. Bon, ça, j'avoue que la première fois, c'est peut-être un tout autre épisode. Et que d'ailleurs, peut-être qu'il faut passer à notre dernière partie, qui est la tienne, Xan. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Exactement, où je vais du coup parler, donc on a parlé du coup de tout ce qui était donc sexualité qui est un petit peu tabou, ce genre de choses, et moi je vais parler des tabous qu'ont les personnes qui sont dans ces tabous-là, entre guillemets. Je vais essayer de rephraser un Ces petit peu le tabous truc. au Qui ont carré. déjà une sexualité. C'est ça, qui ont déjà une sexualité à part, donc on va parler du BDSM, et il y a des parties du BDSM qui sont aussi tabous dans l'intérieur de la à communauté, l'intérieur quoi. du BDSM. Je vais faire un petit disclaimer quand même parce que comme je vais parler quand même de pas mal de choses, je vais simplifier énormément pour ceux qui connaissent. Je vais vraiment simplifier, oublier des détails et même limite je vais pas y arriver à se dire ce mot-là. Caricaturer. Merci. Mon discours pour que ce soit compris par le plus grand nombre. D'ailleurs, c'est pas un podcast de néophytes du BDSM. Enfin, ils sont les bienvenus. Dans notre podcast, donc, néophyte, je vais simplifier. néophyte, ça veut pas Ah, c'est dire l'inverse, néophyte. Ouais, ouais, je néophyte, crois. c'est les nouveaux. Les nouveaux, Ok. Parce que moi, C'est perso. toujours la mère allemande. De professionnels, voilà. Ouais. Mais Pour les du coup, experts ouais, du pour ceux BDSM. qui connaîtraient, je vais vraiment très simplifier, limite caricaturer, parce que il faut que tout le monde puisse comprendre. Alors là, du coup, je vais parler de deux pratiques. Je vais parler donc du pet play et du DDLG, donc qu'on peut appeler aussi ledge play. Donc, c'est quoi le nom de ta chronique? Est-ce qu'on l'a donné? Oui, c'est et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans bien tout ça, sûr. ouais. Mais du coup, donc la première pratique dont on va parler, donc c'est le pet play. Pour caricaturer un petit peu la chose, on va caricaturer un peu ça comme du roleplay entre Donc du jeu de énormes rôle. guillemets, parce que c'est donc là c'est la personne, donc généralement c'est la personne soumise qui va se faire passer pour un animal. Donc ça peut être toutes sortes d'animaux, ça peut être du chien, du chat, du loup, du renard, du cheval, tout ce que tu veux, animal mythologique, la absolument ce que tu veux. D'une tortue, voilà exactement. Si t'arrives à trouver une carapace de tortue à te mettre sur le dos, Franchement, Ah c'est oui, vrai. parce que c'est vrai, ça va avec des costumes et tout. il y a, Ah il y a des, ben, alors c'est tu peux le pareil, faire sans, comme pas pour obligatoire. tout, tu peux faire sans. Il y a des degrés de comment est-ce que tu vas faire, parce que il y a de tout. Par exemple, pour ceux qui font les chiens ou les chats, t'as des espèces de trucs en cuir que tu peux mettre pour avoir comme des pattes d'animaux en fait. Et Tu du peux avoir coup, des masques de chiens, des masques de c'est chats. ça, des masques de chiens, des queues d'animaux, t'as vraiment de tout. Et après, pareil, t'as des degrés en fait de qu'est-ce qui va être pratiqué. Par exemple, généralement, tu vas avoir tout ce qui va être bouffe dans une gamelle, tout ce qui va être panier pour chien ou pour chat, arbre à chat, ce genre de choses. Et Arbre à chat avec des humains, il faut qu'il soit coriace, l'arbre à chat quand même. ouais. Mais ça existe, hein. C'est des cages pour animaux, ce genre de choses. Et après, tu vas avoir ceux qui vont être un peu plus modérés, où vraiment, ils vont juste se balader à quatre pattes. Et puis, Avec peut-être une laisse et un collier, c'est voilà, un peu... une laisse, un collier, ce genre de choses. Donc c'est vrai que je simplifie fortement la chose en disant que c'est du jeu de rôle, parce que on le voit aussi dans... Alors, ça, oui et non, parce qu'on le voit, entre guillemets, dans la communauté qu'on va appeler la communauté Fury. Ouais. Parce que ça se développe de plus en plus, mais La dire communauté quelqu'un qui furry, fait du c'est pet c'est les play, chiens plutôt, non? ça c'est tout. T'as des Ah, ok. chiens, t'as des dragons, t'as des... C'est des trucs à fourrure, non? C'est ça. Mais dire à quelqu'un qui fait du pet play que c'est un Fury, et dire à un Fury qui fait du pet play, tu vas te faire engueuler. Ah, mais ça, Mais, c'est les communautés. Il y a des sous-groupes c'est et ça. des sous-groupes et des C'est- sous-groupes. Voilà. Et des Pourquoi dramas il y entre a une- sous-groupes. Pour que ce soit à ce point clivant, faut qu'il y ait vraiment une grosse différence dans la. Être furry et faire du pet play. le pet play, c'est vraiment de la domination.
entre guillemets. Le furie, c'est les personnes qui se sentent comme un animal et ils s'habillent entièrement oui, d'animal. Tu peux juste, par exemple, t'es une meute de chiens ou de loups et t'es juste en train de t'amuser ensemble, mais il y a du coup pas de sexualité, forcément. Il peut y avoir de la sexualité. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas cette question de domination-soumission qui est une partie du BDSM. C'est deux animaux entre eux. D'accord. Que, par contre, dans le pet play, ça va être plutôt la personne à qui appartient l'animal, donc qui va être le dominant, et l'animal qui va être le pet. Okay. Et après, du coup, on va voir la deuxième pratique, donc là où on va être dans l'edge play. Et là, du coup, à choisir, je pense que c'est ce qui est le plus... C'est ce qui est le plus tabou au sein de la communauté. Et aussi, quand on parle de BDSM et de pratique BDSM à des personnes extérieures, c'est vraiment ce qui peut le plus choquer. J'ai vraiment une amie qui ne s'en est pas remise, quoi. J'en ai parlé. C'était en plus le tout début de ma découverte. Et quand on découvre quelque chose au début, on a un peu cet enthousiasme. On ne comprend pas encore les réactions que ça peut créer, ce qu'on va raconter de ce qu'on découvre. C'est ça. Et où la personne a été là, oula, mais le age play, vraiment pas possible. Et donc, accrochez-vous bien, on va vous raconter ce que c'est que les age play maintenant. Et là, du coup, c'est les personnes qui, du coup, vivent comme un jeune âge. Donc, tu vas avoir, par exemple, une personne qui va vivre comme une personne qui a 3 ans. Et donc, qui va mettre des couches, qui va prendre des biberons, qui va mettre des pastilles, comment ça s'appelle en français ? Des tétines ? Des tétines, voilà, merci. Et genre au quotidien, même en dehors d'un jeu ? En dehors d'un jeu, ou vraiment au quotidien. Ils vont avoir des 50 de peluches, ils vont connaître les noms et leurs histoires et leurs émotions et leurs machins. C'est vraiment, ils abandonnent le côté adulte de leur vie pour vraiment passer en mode enfant. C'est la régression. C'est complètement de la régression. Ça me pose question par rapport à moi-même parce que j'ai un doudou et j'ai l'impression qu'il y a des émotions. Et t'as des difficultés avec les responsabilités. Oui, et j'aime pas les responsabilités, mon Dieu, en fait. Mais là, du coup, la personne abandonne complètement les responsabilités. Et dans la pratique, du coup, côté BDSM, du coup, t'as la personne, donc ça va être un daddy ou une mommy, donc qui va prendre la place des responsabilités, qui va s'occuper de tout. Et après, du coup, et de la personne, donc ça va être s'occuper des couches, s'occuper de lui faire à manger, de lui faire des activités, de la pâte à modeler, des trucs comme ça. Non, mais c'est vraiment... Hein. Non, mais pardon. Je veux pas me moquer des gens, des pratiques des gens, mais c'est juste que ça me perturbe surtout vraiment. avec des jeunes enfants qui restent marginales. Au sein d'une pratique marginale, il y a quand même énormément de voir d'imaginer un adulte avec une couche, pardon. Et un autre adulte qui lui change sa couche. Il y a des pubs pour les couches Téna, ça passe à la télé. C'est pas... J'ai une anecdote drôle avec ça. Bah, vas-y, ça, c'est plutôt pour les personnes âgées. Non, c'est vraiment ridicule comme anecdote, mais j'étais au Monoprix et il y avait un bon de réduction qui restait pour un truc Téna. Et en fait, le caissier n'avait pas vu ce que c'était comme bon de réduction. Il m'a dit, vous pouvez le prendre, on s'en fiche. Et j'étais en mode, non, je pense pas que j'en ai besoin. Et il me dit, ah bon, pourquoi ? Et il l'a pris et il était vraiment hyper gêné. Et il a dit, ah oui, non, évidemment, vous n'en avez pas besoin. Et j'ai dit, non, mais après, on sait jamais. Et peut-être que j'aurais pu faire du age play. Ouais, c'est ça. La prochaine fois que ça arrive, je pourrais dire, non, mais en fait, je fais du age play et j'en ai vraiment besoin. Ouais, c'est vraiment une partie importante de ma sexualité. Donc, il aurait été beaucoup moins gêné. Oui, je suis sûre. Pas sûr. Mais ouais, pareil, du coup, ça aussi, il y a vraiment des choses spécialisées. T'as des boutiques spécialisées pour des couches pour adultes qui sont vraiment par rapport à ça. Ah oui. Des tétines pour adultes, parce que les tétines pour enfants, ça s'adapte pas aux bouches d'adultes. Pareil, les biberons, t'as vraiment tout qui est les jouets, les trucs. Mais, Sophie la girafe. Après, tu peux ne pas que être... Enfin, un bébé, très jeune enfant, c'est un truc, mais après, tu peux avoir mimé des gens qui ont 10 ans, 12 ans. Tu peux monter. Et pareil, t'as des gens qui vont juste avoir des doudous, un biberon et une tétine et qui vont jamais mettre de couches. Et tu vas leur parler de couches, ils vont te dire quoi, comment, non, jamais. Et inversement, des gens qui vont avoir le package complet, quoi, et qui vont vraiment tout pratiquer et ils vont le vivre au jour le jour et tous les jours. Et du coup, le fait que ce soit tabou dans la communauté BDSM, c'est parce que les gens, ça les perturbe. C'est quel type de réaction qu'il y a dans la communauté BDSM par rapport vraiment à l'edge play ? Pour être honnête, c'est c'est pédophile.
Et c'est comme le pet play, c'est qu'est-ce qu'on dit zoophile. C'est zoophile. C'est que c'est forcément des gens qui ont des tendances pédophiles et zoophiles qui vont rentrer dans ces jeux-là, quoi. Alors qu'il y a certaines relations, par exemple dans Let's Play, où il n'y a rien de sexuel. C'est juste la personne qui va prendre soin de l'autre. Ouais, ça me fait... Enfin, je sais pas, quand on parle, ça me fait penser... J'avais vu une ou deux vidéos de Shibari, et quand tu te dis, t'as vraiment un espèce, pas de lâcher prise, mais un truc où tu te laisses complètement faire, et je trouve que c'est un peu dans ça aussi, C'est ça, il y a un truc... Tu lâches toutes les responsabilités et tu vis ta vie entre guillemets en tant qu'enfant, en fait. Mais après, tu peux l'incorporer dans une vie, une sexualité classique. Enfin, ça peut juste être là, c'est un truc de lâcher les responsabilités pendant un moment donné que tu choisis avec l'autre. Mais ça peut très bien être dire, j'ai envie de faire des coloriages pendant 2 heures et que tu me dises que c'est super ce que je suis en train de dessiner. En fait, ça peut prendre plein de formes et ça peut être fait de plein de manières. Et alors, tu me diras si tu veux qu'on coupe, mais j'ai l'impression, alors on n'a pas fait du H-Play ensemble, mais toi, t'es fan de Warhammer. Et une fois, j'étais chez toi et genre, j'ai juste collé des petits Warhammer et toi, t'étais là à côté à dire « Ouais, c'est bien, il faut faire ça comme ça et tout ». Et j'étais à fond dans mon activité et je trouvais ça hyper agréable et j'étais là. J'ai l'impression de vivre un petit prémisse de ce que ça pourrait être une forme de H-Play. Bon. Et j'étais là... Ah ouais? Oui et non, mais... Oui, non, mais j'étais là, c'est un peu pareil, de se dire en mode... sa passion. Oui, mais il y avait un truc de faire l'activité et d'avoir quelqu'un qui est en position d'apprenant et tu vois, d'être à fond dedans et d'être un peu félicité et tout pour ce que t'es en train de faire. Enfin, tu t'es pas mis dans un rôle... un truc d'age-play et tout, mais j'étais là, peut-être. Parce qu'à la base, moi, je pense, c'est vraiment pas ça qui m'attire dans le BDSM, ni le age-play, ni le pet-play et tout. Mais d'un autre côté, je suis là, les couches culottes, je pense que vraiment jamais, mais je suis juste là, c'est intéressant d'explorer plein de choses et de jouer à plein de choses. Et par exemple, le pet-play, ou des formes hyper soft d'age-play, je suis là, pourquoi pas à un moment donné, quoi. C'est vraiment ça, c'est lâcher, mais c'est un truc du BDSM, c'est lâcher ses responsabilités pendant un moment donné, quoi. Après, je sais pas, je connais pas et tout, mais juste a priori, je veux dire, c'est 2 adultes consentants. Donc, c'est pas de la pédophilie. Bah non. C'est 2 adultes consentants, mais comme c'est quand même fort tabou, ils se disent, voilà, il régresse à l'âge d'un enfant, donc l'autre, si ça lui plaît, c'est qu'il doit avoir des tendances pédophiles. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Ouais. Moi aussi, en fait, je suis là, oui, mais en fait, c'est ça, c'est des adultes. Et c'est à partir du moment où on se dit, c'est toujours cette idée que la sexualité est un jeu, en fait, et qu'on voit les choses comme un jeu, et qu'on est là, c'est l'histoire du loup-garou quand t'es là en train de rouler les autres dans la farine en leur faisant croire que t'es un gentil villageois, alors qu'en fait, t'es en train de tous les buter. T'es pas en train de te dire, oh là là, vraiment immoral ce qu'ils sont en train de faire dans ce jeu de société, quoi. C'est un peu pareil, il y a un truc de jeu, il faut que le jeu soit bien cadré, que les règles soient claires, comprises, que tout le monde y consent, mais après... je veux dire, les gens font bien ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est jouer, être un chien et être promené en laisse et manger dans une gamelle. Écoute, ça va pas, quoi. Ça parle un peu du rapport qu'on a au lâcher-prise en général. Même par exemple, quelqu'un qui est en colère et qui va complètement exploser, c'est quelque chose qui est pas forcément bien perçu. Par quelqu'un qui va pleurer énormément ou dans la sexualité, sans que ce soit BDSM, c'est pas facile le lâcher-prise complet. C'est clair. Et ça, c'est clairement un truc qui est une grande réflexion du BDSM. Comment on se trouve des espaces où vraiment on lâche prise et vraiment, pendant un temps donné, on donne la responsabilité, le pouvoir à l'autre, même si évidemment c'est toujours renégocié, consenti, avec des mots pour dire si on veut que ça s'arrête, si on veut que ce soit moins fort ou quoi. On appelle ça des safe words. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est l'hypocrisie de choses qui sont, je sais pas, dans le porno est complètement acceptée et d'autres qui sont complètement vues comme sulfureuses ou genre par exemple, un truc que j'ai quand même observé dans cette fameuse sex party, c'est que moi, j'étais à peu près une des seules à venir du BDSM alors que les autres venaient du libertinage. Donc j'étais vue comme une créature un peu étrange. Et en début de soirée à peu près, il y a ce partenaire qui m'avait invité qui a fait un peu d'impact sur moi. Donc c'est me mettre des coups avec des petits... celle-là, c'était, je sais plus ce que c'était mais des petits outils, voilà, pour mettre des coups, quoi, genre des cravaches, des trucs comme ça, quoi. Et les gens me regardaient en mode, oula, que fait-elle, alors que c'était pas très violent. Enfin, moi, je suis pas très maso, donc c'était très tranquille, mais c'était perçu comme les gens, comme un peu, oula, sulfureux, quoi. Alors que par contre, j'ai vu dans cette soirée des fellations
ultra intenses, ultra gorge profonde, genre des trucs vraiment très violents, quoi. Et c'est des choses que par ailleurs je peux à des moments apprécier. Je critique pas cette pratique, mais qui a été complètement acceptée par la masse en mode ça c'est tout à fait normal. Et on est là en mode avoir quelqu'un qui fait des coloriages pendant 2 heures avec quelqu'un d'autre qui lui dit c'est bien. Alors ça vraiment vraiment le pire des tabous. Par contre, des grosses fellations où t'es là, tu baves, c'est genre, tu sais plus respirer, tu t'étrangles, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Parce que ça, on y est habitué. Il y a un truc en mode, ça, c'est une représentation des pornos où les meufs, elles savent toujours mettre des pénis de 23 cm et aussi larges jusqu'au fond de leur gorge et que c'est tout à fait normal. Enfin, c'est pas tout à fait normal, je suis en train d'exagérer. Mais en tout cas, c'est une imagerie qu'on a. Imagerie, c'est mon mot du jour. Hein. Mais voilà. C'est plus courant. C'est une courant. image auquel c'est ça, on n'est plus habitué et qui paraît moins extravagante, extraordinaire quand on la voit que quelqu'un qui fait des coloriages. Après, c'est une caricature, c'est un monde complexe, le pet play et le edge play. Mais le edge play, je me demande s'il n'y a pas ce truc aussi lié un peu à retour à l'amour inconditionnel que tes parents peuvent avoir pour toi, quand t'es petit, je sais pas, il y a ce gros côté de régression, en fait, de retourner à l'enfance, mais c'est souvent, je vais faire encore, en disant souvent, je vais encore faire une grosse... Généralisation. Mais c'est souvent des gens qui se sentent mal dans le côté adulte de la vie. Ils supportent pas les responsabilités, ils sont surbookés, le moindre truc peut les rendre fous. Et quand ils se lâchent dans ce monde du coup de régression, là ils ont plus rien à penser et c'est quelqu'un qui pense pour eux et ils ont juste à apprécier le moment en fait. Il y a un archétype, par exemple, d'hommes ou de femmes très puissantes qui aiment bien être après dominées dans leur sexualité, qui sont là en mode tellement de responsabilité dans mon travail. Là, dans ma sexualité, je vais ne faire aucun choix, quoi. Et que c'est quelque chose qui est évidemment pas une règle. Chacun vit différemment sa sexualité, mais qui est un truc qu'on peut voir. Tout le monde s'est déjà dit au moins une fois qu'est-ce que c'était plus simple quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que la vie était plus simple. Bon, on vous laisse méditer là-dessus. Je pense qu'il est temps de finir cet épisode qui était fort intéressant. Je vais faire mon travail d'animatrice en vous disant de laisser 5 étoiles sur Spotify. Maintenant, c'est possible. J'ai réussi à le faire moi-même. Donc, si j'ai réussi et que vous avez aussi, vous, écouté tous les épisodes sortis, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, nous suivre sur l'Insta du Bisoudrome. Maintenant, moi, Lélina, j'ai aussi un Insta, Lélina Kous, qui est aussi dans la barre d'infos. Pour les autres, il n'y a pas encore d'Insta qu'on peut vous communiquer. Ils choisiront si un jour ils veulent en créer, partager le leur. Mais en tout cas, vous pouvez parler à tout le monde on lit vos messages et vous pouvez aussi adresser directement des messages à des personnes du podcast. On le partagera aux personnes concernées et on serait très heureux de vous lire et d'avoir vos petits messages. Potentiellement, on vous fait même des vocaux en retour si vous nous envoyez des messages. Si vous adressez à quelqu'un en particulier. En particulier, cette personne peut vous faire un vocal. C'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est une promesse qui est quand même incroyable. Voilà, abonnez-vous, partagez ce podcast à tout le monde autour de vous. À quelqu'un qui devrait essayer une des pratiques qu'on vient de citer. C'est ça. À vos crushs, à vos mecs, à vos meufs, à tout le monde. Et écoutez-les en famille. Surtout cet épisode. Et après, réfléchissez à si vous avez bien géré le lien à la sexualité pendant toute votre enfance et adolescence. Créer des drames familiaux, enfin voilà. Tout ça. Allez. On vous dit au mois prochain et des bisous.